Merci de cet accueil spontané, chers amis Sonia. Et bienvenue dans le cadre de ce 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Soyez les bienvenus donc à cette table ronde autour du thème l'art des effets spéciaux au cœur du fantastique. Et on m'entend un peu plus fort maintenant car quelqu'un a dû monter le volume. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés sur cette scène les différentes personnes qui vont participer à cette table ronde, à commencer par la réalisatrice et scénariste Emma Benestan. Pour Accurate Dream, Monsieur Daniel Weimer. Le réalisateur Thibaut Hémin. Pour Digital District, Arnaud Lequier. Pour French Toast, Romain Toumi. Je suis désolé de rester loin du truc, parce que si je m'approche, ça fait comme ça. C'est pour ça que je suis devant ma table. Mais ne vous inquiétez pas, je vais partir, car ce n'est pas moi qui vais animer cette table ronde. C'est le délégué général France VFX, Yann Marché. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Festival de Gérardmer déjà de nous avoir invités. On est ravis d'être ici, toujours un super moment parce que d'ailleurs plein de très beaux films. Et puis c'est aussi l'occasion de parler des effets visuels, des effets spéciaux, parce qu'évidemment c'est un genre, et depuis Georges Méliès évidemment, des cinéastes travaillent avec les artisans de l'image, ceux qui fabriquent justement les SFX, les MFX. Et puis également, depuis maintenant quelques décennies déjà, les effets visuels numériques. Et voilà. Donc là, on vous propose un dialogue entre les cinéastes. On a la chance effectivement d'avoir avec nous Emma et Thibaut, et ceux qui fabriquent les images. Et on va évoquer justement ce processus créatif, comment ça se passe, comment ça se déroule, les différentes phases de collaboration, de fabrication, à travers notamment deux exemples, puisque Emma nous parlera de son expérience sur le film Animal. Thibaut, voilà, dont le film était présenté en compétition au festival, nous parlera de elle. C'était un très très long cheminement. Et donc, voilà, ce sera aussi l'occasion de voir comment ça se passe et découvrir justement l'envers du décor. Voilà. Et donc, avant de démarrer, je vais juste dire quelques mots sur France VFX, parce que cette table ronde est organisée avec France VFX, dont je suis délégué général. Et France VFX regroupe une vingtaine de studios, mais également des écoles. C'est un syndicat, en fait, dont le principal objectif est de promouvoir les effets visuels en France, mais aussi à l'international, parce qu'on a la chance depuis quelques années, notamment grâce à un généreux crédit d'impôt international, donc merci l'État et merci le CNC, de pouvoir accueillir de plus en plus de très grosses productions américaines. Voilà, ce qui nous permet maintenant, depuis toute place à France, de compter dans le domaine des effets visuels à l'échelle internationale. Mais ce qui est également intéressant, et d'ailleurs on va en discuter là tout à l'heure, c'est le fait qu'on a en France une production nationale extrêmement diversifiée, extrêmement dense, avec plein de projets, de défis artistiques. Et donc ces studios, notamment comme Digital District, sont amenés à travailler à la fois sur des très gros projets, mais également de pouvoir répondre à des demandes sur des projets français avec des budgets moyens, parfois même très petits, travailler sur des productions internationales en copro. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a cette diversité-là et l'idée, c'est pas de travailler uniquement sur des très très grosses productions. Voilà, j'en ai terminé sur petite parenthèse de France VFX. Et donc, je voudrais pour démarrer, en fait, qu'on explore justement le monde des techniques des SFX et des VFX. On a trois éminents représentants. On a Daniel qui travaille pour la société Accurate Dream, qui est basée à Strasbourg. Et donc au départ, tu as débuté, si je ne dis pas de bêtises, chez Lion FX. Pas du tout. Alors c'est ce qu'on m'a dit dans ta vidéo. Alors après, pour réaliser ta fiche Wikipédia. Et Musico, bon, on ne sait pas faire des études en effets spéciaux, du coup, à l'école Métamorphose, qui est située à Strasbourg. Et j'ai ensuite fait quelques formations
effectivement à l'étranger, mais c'était souvent formations courses chez d'autres professionnels, notamment aussi chez Emilio Méfis. Et puis j'ai du coup créé avec mon collègue ici présent, Franck aussi, l'atelier Accurate Time à Strasbourg. Alors, ce que je propose peut-être, c'est qu'on déploie ton travail d'abord, qu'on en parle juste après. Que superviseur maquillage effets spéciaux. L'idée c'était d'évoquer, alors c'est vrai que quelque chose qui existe depuis évidemment très longtemps dans le cinéma. Les techniques évidemment ont évolué, on y reviendra tout à l'heure. Donc tu fais à la fois des effets spéciaux maquillage, aussi des designs de créatures, des animatronics, avec ton associé Franck. Comment justement a évolué ces dernières années, ça a été créé maintenant près de 10 ans, ton travail, et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est la collaboration avec les gens des établissements numériques. Oui, tout à fait. Alors, du coup, justement, depuis un certain temps, on passe de plus en plus avec donc aussi des effets spéciaux numériques et c'est souvent quelque chose qui se fait un peu en amont quand justement on est contacté par des réalisateurs, qui ont envie, du coup, de raconter une histoire, à qui ont un scénario, à qui ensuite est tout décortiqué, où on fait un petit peu le point sur ce qu'on veut montrer, comment on veut le mettre en scène. Et puis souvent, du coup, c'est un peu maintenant devenu c'est un arbitrage entre qu'est-ce qu'on peut faire en termes de temps, par rapport au plan de travail, par rapport par toute la mise en scène finalement. Donc, qu'est-ce qui peut être fait en effet physique directement sur le plateau ou qu'est-ce qui peut être complété ou fait entièrement en VFX. Alors, il y a eu une période où il y avait vraiment à l'arrivée justement des épisodes numériques, l'idée de pousser un petit peu le numérique, peut-être au détriment du SFX. On a l'impression que depuis quelques années, c'est lié notamment aux gens fantastiques où on aime bien justement le côté organique et ces techniques-là, que ça revient de plus en plus. On voit de plus en plus de production. Est-ce que tu fais ce constat-là? Oui, tout à fait. Justement, j'ai l'impression on s'est un peu rendu compte que au départ, c'était un peu un nouvel outil et qu'on en a un peu usé et abusé parce que du coup, tout le monde s'était un peu précipité sur la nouveauté. Et ensuite, on a un peu au fur et à mesure découvert aussi les limites du coup des effets spéciaux de numérique. Et maintenant, on privilégie de plus en plus, j'ai l'impression aussi, vraiment, effectivement, le mélange des deux, puisque on connaît du coup les limitations des effets spéciaux physiques. Enfin, c'est purement additif, on ne peut que rajouter des choses bien souvent, et donc du coup, on peut, par les effets spéciaux numériques aussi, je peux modifier certaines choses, enlever des choses, ou même les augmenter. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on travaille vraiment un peu main dans la main avec les différents départements. Arnaud, justement, parle d'hybridation, le fait justement un peu le meilleur des deux mondes. Comment se passe justement, même si chaque film et chaque projet est différent, la collaboration avec les équipes SFX et VFX? Comment vous travaillez dès les premières étapes de préparation du film? Alors déjà l'aspect de la collaboration, on a évidemment besoin, je pense, l'un de l'autre, sur la façon d'imaginer les effets. Nous, on a absolument besoin des SFX. Et en VFX, nous, on a tendance à être les mieux.
pires vendeurs de VFX en disant toujours qu'il faut quand même une base de réel, que c'est hyper important pour nous, pour après venir ajouter des choses sur le réel, mais qu'on a besoin de cette base-là à plusieurs niveaux. En fait, sur le jeu d'acteur, c'est important d'avoir des choses en vrai. Sur la, même la matière organique en fait, qu'on a à l'image, on a besoin d'avoir vraiment une base VR. C'est hyper important pour nous, et après, nous, on peut rajouter l'animation, retravailler sur des choses existantes. Alors, il y a évidemment la dimension technique, il y a donc créative, donc j'imagine aussi que c'est lié aux échanges que vous avez avec le réalisateur. Il y a des réalisateurs qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent et la manière dont ils veulent, et que ça peut évidemment faire influencer la proposition artistique que vous allez pouvoir faire ensemble. Il y a aussi une dimension financière, évidemment, toujours, pas très loin, de trouver le meilleur arbitrage possible. Ouais, et c'est ce que disait Daniel. Tout se base déjà dès la lecture du scénario. On essaye d'imaginer quels vont être les effets avec les réalisateurs. On essaye de trouver après la meilleure solution pour que ce soit réalisable. Et donc là, on est bien obligé de se dire, bon, ben, il y a tel type d'effet avec tel volume de plan. Nous, le volume de plan est une information absolument capitale pour nous. Si on a un plan, évidemment, c'est compliqué peut-être de le faire en make-up, en direct, parce que ça veut dire qu'il faut construire quelque chose pour un seul plan. Si par contre il y a beaucoup de plans, on sera peut-être content d'arbitrer et de se dire peut-être qu'on peut faire ça plus en direct, en SFX, et venir nous amener un petit apport, mais il y a cet arbitrage quand même qui est important. Ouais. Et oui, si je me permets d'acheter, et puis aussi justement, comme je disais, le plan de travail, puisque souvent, du coup, il y a des choses qui, en effet spéciaux physiques, nécessitent aussi un temps de travail, soit de la préparation avant même que la journée commence finalement, quand les équipes caméra et ainsi de suite se mettent en place, sans que ça prend du temps sur la journée de l'acteur, ça prend du temps aussi en termes de mise en place, si c'est en effet en direct, du sang ou ce genre de choses. Ça peut arriver que des productions n'aient pas en doute consacré ce temps finalement, parce que des fois ils n'ont pas en termes de temps de tournage, si ça passe, si tu dois rentrer en l'espace de dans le temps d'heures, un peu de travail sur une journée, ça peut aussi se faire à ce niveau-là, et donc on peut potentiellement avoir des choses qui peuvent être, où le relais peut être pris par les VFX. Aussi efficace pour des acteurs, les enfants. Je crois qu'il y a une durée limitée en termes d'heures de tournage. Donc parfois, effectivement, si toute l'heure est utilisée pour le maquillage, on va On parle de... Enfin, je parle aussi pour le Daniel, mais en make-up, on parle de plusieurs heures de maquillage. Des fois, on a des comédiens qui se lèvent à 4 heures du matin pour subir 6 heures de maquillage pour être prêt pour la première scène. Donc, de suite, c'est des considérations vraiment en place. Romain, voilà, parle à toi, Romain, qui est tout au bout de la table. Alors, on vient de faire sur le projet des aventures de Nexus 6, mais juste aussi parce que c'est une chose qui existe depuis quelques années, donc c'est un collectif qui mobilise, j'allais dire, un peu toutes les compétences, et vous avez cherché aussi quelques collaborations sur le domaine notamment make-up. De ton côté, pour avoir travaillé justement à la fois sur la série, les chroniques de Nexus 6 sur YouTube, et puis maintenant le film dont on va parler tout à l'heure, comment ce travail s'opère? En fait, c'est vrai qu'on est une bande de copains, donc oui, effectivement, on s'entraide beaucoup, et on fait un peu les mêmes types d'arbitrage, hein. On décide quel plan on va faire, comment on va le faire, etc. avec le réalisateur. Forcément, là, on se dit, bon, en termes de make-up, par exemple, c'est difficile d'économiser de l'argent sur la matière achetée, sur le matériel, etc. En VFX, on va dire que c'est du temps. Et le temps, si on le donne, forcément, c'est plus économique, on va dire. Mais ça, c'est un choix, voilà. Et ça, c'est un choix parce qu'on est une bande de copains et qu'on fait ça depuis une dizaine d'années. Donc, on est complètement différents. C'est très différent d'une production standard, quoi, tu vois. Quand vous travaillez sur une production, alors sur les VFX, c'est assez variable, mais justement sur la partie SFX, vous êtes consulté très en amont sur les projets, pour commencer à travailler par exemple sur des créatures, sur des choses assez sophistiquées? Alors non. On aimerait bien être contacté beaucoup plus en amont, mais alors ça arrive. On a les deux cas de figure. Faut pas dire non plus partir des extrêmes, mais on a le cas de figure où effectivement on nous demande très tôt, du coup, justement des choses, des designs éventuellement, des façons de procéder justement pour qu'on puisse un peu définir comment on va mettre à l'image un tel effet.
Mais c'est vrai que ça arrive quand même aussi assez régulièrement qu'on n'a pas la dernière ligne, parce que pour le coup, là, c'est plus une histoire de, malgré le fait que ça existe depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'on a encore un peu, il y a encore, c'est quand même encore un domaine qui est un peu méconnu, au sens où les gens ne s'en rendent pas vraiment spécialement compte, parce que effectivement, des fois, un make-up peut durer 4-5 heures, mais ce qu'on voit pas, c'est qu'avant, bah, ça a mis un mois à être entre le long, le fait, la prise en main, la sculpture, les moules, les fois que tu préparatifs en amont, en fait, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement long, et ce qu'il faut prendre en compte, en fait, quand on met surtout du coup un projet de genre, si on met une créature et qu'on veut un beau rendu, c'est des choses qui nécessitent du temps. Est-ce que vous avez des échanges avec le réalisateur, par exemple, les réalisateurs qui ont qui ont une vision très précise de ce qu'ils veulent et qui arrivent avec justement un travail de concept art assez développé? Est-ce que vous êtes vous aussi force de proposition, à la fois pour des impératifs techniques, mais aussi parfois parce qu'il y a une idée qui est pas qu'on peut en arrêter et vous allez justement travailler sur le développement avec le réalisateur? Tout à fait. Oui, oui, justement, ça arrive bien souvent. Et enfin, je dirais même que finalement, les réalisateurs, même quand même ils ont une idée assez précise, c'est quand même des choses une façon de raconter les choses et du coup, on peut faire de la mise en scène et des impératifs techniques du coup, de nous. Donc, ça reste un échange justement entre la mise en scène et nous, où on peut proposer justement les choses et vraiment complètement concevoir en effet, ou avoir un petit peu déjà des indications sur dans quelle direction c'est censé aller. Ça peut être. Merci. Alors, justement, on va passer au concret des choses avec Emma, parce qu'il y a t'as vu un premier long métrage qui était Fragile, on était une comédie romantique, tout à fait avec un nouveau genre, on pourrait qualifier de western fantastique, voilà, pour faire simple et pour résumer, mais qui aussi t'offrait un nouveau défi en termes de mise en scène, mais aussi de collaboration avec les artistes du SFX et des effets visuels. Je voulais que tu me racontes un petit peu justement le point de départ du projet, comment tu as commencé à collaborer avec les différentes équipes. Bah oui, les 2 films sont très, très différents et puis moi, je viens vraiment, du domaine d'une fiction très, très ancrée dans le réel. Donc en fait, c'était à la fois, je suis une grande fan de genre, j'étais vraiment biberonnée à Buffy contre les vampires et j'avais très, très envie de faire un taureau-garou, camarguais. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que, enfin, il y a 2 choses et on en parlait avec Olivier Alfonso qui vraiment m'a énormément aidé là-dessus, tout à l'heure, sur le fait que souvent, ce qu'on pense pour les VFX, enfin, en tout cas pour ma part, avec les producteurs, que ça a été très cher, que tout de suite c'est impossible, que c'est que les grosses productions à l'américaine. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve d'enfance quand on est voilà, du Grenelle à un cinéma de genre, on a quand même envie d'y passer, voilà, de passer le cap. Et on a hyper peur, enfin, je sais pas toi Thibaut, mais quand on écrit de ce qui va pouvoir se faire ou pas, en fonction d'une enveloppe qui en fait est très fluctuante, parce que le financement, c'est ça qui est compliqué, c'est que à la fois, je veux faire venir des gens bien en amont pour réfléchir avec nous, et en même temps, l'enveloppe d'un film, en fait, on le sait, avec la production, elle met du temps enfin, on n'a pas les financements tout de suite en 3 mois, enfin, rarement. Et du coup, on ne sait pas exactement, est-ce qu'on va avoir 2 millions, est-ce qu'on va avoir 1 million, est-ce qu'on va avoir 3 millions, est-ce que, non, on va avoir les 5 millions dont on a besoin. Ça, c'est très compliqué. Du coup, les VFX et SFX ont souvent peur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Olivier et Elise avec moi pour m'accompagner. Effectivement, Olivier très en amont, et parce que c'est quelqu'un de très passionné, j'imagine, par ce qu'il fait. Et c'est vrai que le faire lire, parce que moi, c'est quelque chose que je découvrais, c'était vraiment la toute première fois, et moi, j'ai vraiment tant que je ne vois pas, je ne sais pas. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément l'unité extrêmement précise de la créature va être comme ça, je vais faire ça. Mais justement, ce que j'ai découvert par cette expérience, c'est que c'est une vraie collaboration artistique, comme avec un grand chef opérateur, un grand monteur. C'est une écriture, en fait, qui a à un endroit du film, comme une ligne narrative qui s'écrit en collaboration avec des gens qui ont les compétences pour nous dire... et les compétences, c'est aussi l'écoute de ce qu'on va leur dire, de ce qu'on sent par rapport à ce qu'ils vont nous proposer. Et c'est dur parce que parfois, quand on est réel, on se dit enfin, je sais pas toi, Thibaut, mais tu doutes et du coup, des fois, tu te dis je l'emmène dans tel sens, mais peut-être que voilà. Et je pense que ce qui a toujours fait qu'on est arrivé, j'espère, à communiquer, c'est de revenir à ce qui était l'essence du projet, ce que je voulais raconter. Et là-dessus, je trouve que c'est au-delà de tout ce dont on est en train de parler techniquement, c'est un endroit effectivement très très artistique
Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré des gens qui, artistiquement, ont permis de rencontrer ce taureau-garou un peu absurde en canal. Olivier est venu très en amont pour constituer des masques pour Oulaya. Et comme tu l'as très très bien dit, et là-dessus je trouve que c'est essentiel, c'est que les SFX, en tout cas tout ce qui va être la partie masque sur le tournage organique, va permettre à l'acteur et même aussi à nous tous dans le tournage de vivre un peu l'expérience de la transformation et du genre. Et je pense que ça c'était hyper important pour moi, même si c'était la première fois, je l'ai réalisé comme ça aussi. Il y a 6 heures, 7 heures de maquillage. C'est assez intense, mais quand Oulaya est venue maquillée par Olivier avec son espèce d'énorme moitié de tête de taureau, c'était un moment impressionnant, mais ça racontait aussi tout ce que vit l'héroïne, etc. Et après, Lise a pu, de cette base-là, animer l'œil, animer tout le souffle du taureau et voir. Ce qui était passionnant, c'était voir avec son équipe. Moi, j'ai renvoyé des vidéos de taureaux pour qu'on voit un petit peu comment réagissait l'animal, qu'est-ce qui était le plus parlant, parce que souvent aussi les oreilles, qu'on ne peut pas, ça coûte très cher les animer par exemple, et en même temps, il ne faut pas les laisser trop immobiles, sinon on va tout de suite sentir le masque. Donc on avait ces questionnements, mais tous ensemble, et c'est vrai que c'est des questionnements qui prennent du temps, mais qui sont ouais, voilà, vraiment un endroit, moi, que j'ai personnellement adoré faire avec une équipe, un peu comme quand tu disais la bande de potes, un peu de gens passionnés qui ont quand même envie, puisque c'est dans une enveloppe qui reste restreinte, mais moi je tiens vraiment à le dire, c'est possible. Enfin, parce que je pense qu'en France, on a vraiment une image de... Enfin, moi, je l'avais aussi de... En fait, ça coûtait trop cher, je n'allais pas savoir quoi faire, c'est impossible, c'est compliqué. Et en fait, on trouve quand même la possibilité, et c'est bien que ça existe. Alors, Chutilia, d'ailleurs, on parlait donc d'Olivier et Afonso de Atelier 69, voilà. Donc, on peut saluer le travail parce que, bon, voilà, c'est un. Les 69, c'est quand même 300 clips, c'est de tout repartable. Elle a comme sous la selle, de substance, un animal, et elle ouais. Et donc, des grandes références mondiales, j'oserais dire même, voilà. Donc, voilà. En tout cas, bravo à lui. Et c'est vrai que le film est un très bel exemple de collaboration entre deux techniques qui sont effectivement qui se complètent bien. Et donc tu parlais justement de ce travail en amont avec Olivier et donc les équipes sont arrivées un petit peu plus tard sur le projet. Oui, beaucoup plus tard, parce qu'en fait, il y a eu un changement de la personne en charge des VFX. Et en fait, j'ai découvert Lise sur un tournage. Et au début, je vais vraiment pas vous mentir, j'avais pas du tout envie qu'elle soit dans mes pattes. Parce qu'en fait, mais justement, on est tellement pressurisé, c'est ça qu'il faut aussi raconter. Enfin, je pense quand on est réel, on est pressurisé partout, etc. Et Lise, au début, je voyais vraiment, vu qu'on avait changé pour plein de raisons de collaborateurs, enfin, en interne, ils avaient changé la personne qui était en charge. Lise est arrivée, elle prenait le dossier dans les mains. Il y avait déjà Olivier avec qui j'avais effectivement travaillé pendant presque 6 mois en amont sur le projet. Et Lise, en fait, elle me disait, là, il faut que tu me laisses ce temps-là pour ce dont tu parlais tout à l'heure sur le temps de tournage très incompressible, où voilà, nous, ça coûte très très cher, très vite, un temps de tournage. Et donc, et moi, je suis avec des bêtes sauvages, des taureaux, que des non-professionnels. Donc, quand on me dit qu'il faut rajouter 1h30 pour tourner avec une boule au milieu de tournage pour voir, pour pouvoir faire les VFX, au début, je suis vraiment un peu en panique, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est là où c'est la grande finesse de ce que aussi Lise et aussi d'Olivier, c'est que en discutant, en voyant le temps que j'avais besoin pour faire ma scène bien, correctement, avec mes comédiens, en sachant toutes les difficultés qu'il y avait autour, elle, pour faire son travail et correctement, et ce qu'elle pouvait m'amener, puisqu'en fait, elle était pas vraiment à côté de moi, au combo. Et là, elle me disait, là, je dois faire ça là, à des endroits où moi, justement, il y a des moments de panique où elle a été plus là pour me dire ça, moi, je m'inquiète pas. Là, par contre, il faut que tu me laisses une demi-heure, 1 heure. Donc, et ça, c'était vraiment super. Mais voilà, quand je raconte cette expérience, c'est juste pour dire que c'est jamais forcément évident. Mais justement, je suis tellement contente au bout d'un moment, parce que elle a une personnalité qui a matché tout de suite quand même, de lui faire confiance et d'arriver à un résultat où en fait elle m'a pas du tout, ce qu'elle m'avait dit qu'elle arriverait à faire, je suis très très heureuse qu'elle l'ait fait.
Mais c'est vrai que dans ce temps, des fois, en fait, un peu bêtement sur les tournages, pour voilà, des raisons de production, etc., très vite, on précipite les choses et on panique. Et c'est vrai que les temps des VFX, c'est pas énorme par rapport à ce qu'ils vont pouvoir faire. Et ça, de l'inclure et de pas le sous-estimer ou se dire, c'est pas ça, c'est au terre ou ils vont faire ou comme si. Et en fait, je pense que ça, c'est un vrai truc à mettre en place aussi pour, sur les tournages, enfin, que les gens soient au courant. Moi, maintenant, je le sais plus. Mais sur le début, c'était pas forcément évident de donner cette place-là au plan de travail. Et en fait, c'était hyper nécessaire. Donc, Élise est arrivée sur le tournage, voilà. Et après, par contre, ça a été vraiment le début d'une grosse collaboration où elle a vu toutes les versions de montage. Elle a tout de suite... Et pour le coup, justement, c'était même très intéressant au niveau du montage. Par exemple, sur une scène, je pouvais avoir que 4 plans avec des VFX et pas 10 comme j'avais fait mon storyboard. Et justement, on a essayé de réfléchir ensemble qu'est-ce qui, dans le hors-champ, pouvait marcher, quelle était vraiment la nécessité de la scène. Et c'est en ça où je dis, en vrai, c'est toujours... on en revient toujours au film et au projet et à l'émotion qu'on veut faire passer avec des gens qui sont là pour collaborer artistiquement à la vie de mon film, quoi. Donc, toujours trouver des solutions avec les équipes. Pendant le tournage entre Olivier et Elise, justement, il y a eu, j'imagine, ces discussions pour dire, bah, ça, finalement, ça marchera mieux de le faire en VSI, sur les impératifs de temps que tu mentionnais, parce que c'est effectivement sur un tournage toujours pressé par le plan de travail. Est-ce que rétrospectivement, tu te dis par exemple sur ton prochain film, dans tes échanges par exemple avec la production, de pouvoir se dire, bah tiens, il faut ce temps-là, ce temps de préparation, est-ce que quelque chose justement qui pourrait être amené sur les prochains films, bah, dans tes échanges avec la production, parce qu'on sait qu'il y a aussi un combat souvent sur les budgets, sur le temps dont on peut avoir besoin pour faire telle ou telle séquence. Oui, c'est sûr que, en tout cas, c'est évident que j'aurai moins cette espèce de crispation dès le départ de on va m'enlever 2 heures avec les acteurs. C'est ça alors qu'en fait, c'est pas une bataille du tout. En vrai, on veut tous lever et tout. Ça, je pense que je l'aurais pas du tout. Après, c'est plus, là, j'en parlais aussi avec Olivier ou même avec Lise, c'est que dans des projets futurs, quand ça convoque du genre, une créature, enfin pour ma part, parce que j'avais un projet autour de ça avec pour les enfants, j'avais plus envie de leur en parler en amont et de vraiment travailler en amont. Je pense que c'est une des clés. Ça veut pas dire forcément passer à un concret, mais de pouvoir en discuter un peu avec des gens qui voilà, qui sont des collaborateurs artistiques en fait et qui permettent de voir ce qui est possible, mais aussi ce qui peut toucher, parce que c'est aussi des gens qui ont un coût pour le genre et pour ça, qu'on a aussi. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Être vraiment en amont, ne pas avoir peur, parce que les producteurs se disent très vite ils vont budgéter, ça va être impossible. Tout de suite, ça va être des considérations économiques, de juste peut-être se poser autour d'une table, lire un scénario, discuter, dire ce qu'on en pense, ce qui est possible. Et après, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, le financement, etc. Mais d'avoir une discussion en amont, ça, je trouve ça hyper nécessaire, en fait. Parce que c'est vrai le producteur clôt très tard le budget, et du coup on fait rentrer les gens très tardivement quand en fait nous en tant que réal on est assez épuisé déjà puisqu'on est en plein casting, on est en pleine prépa avec le storyboard, avec le DOP, enfin le directeur photo, etc. Et je pense que du coup on manque d'avoir une vraie relation des fois avec ces collaborateurs là. De ça, je pense que c'est essentiel, quoi. Arnaud, justement, toi, de l'autre côté, tu confirmes justement parfois la côté production de ces arbitrages, évidemment, qui sont faits en permanence pour des questions budgétaires. Est-ce que c'est toujours bien compris de la part des producteurs, la manière dont vont intervenir les effets visuels? Parce que c'est vrai qu'il y a cette un peu légende de vous dire, que ce soit SFX ou VFX, ça va coûter trop cher, ça va être trop compliqué. Il y a des fois un peu cette crainte qu'on retrouve. J'ai l'impression que ça se structure un peu mieux maintenant. Avant, il y avait cette phrase, on verra ça en post-prod, c'est pas notre problème. On s'en fout, grosso modo, sur le tournage, le gars de VFX, il passe un peu les couilles et qui... Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une éducation qui a été faite et maintenant on accepte mieux notre présence sur les plateaux et et les gens ne peuvent pas être solutionner des problèmes plutôt que faire perdre du temps. Du coup, notre rôle a pas mal changé là-dessus en termes de production et surtout d'arrivée sur le projet, notamment par exemple avec Thibaut. On essaye d'arriver le plus en amont possible
Déjà pour des raisons de production, en fait, que les productions sachent combien va coûter les effets qu'on imagine faire sur le film. Donc eux, ils en ont besoin déjà pour avoir une idée du budget global du film et puis éventuellement aller chercher des aides et tout ça. Avec Thibaut, on s'est vu pour la première fois il y a 4 ans, je pense, un truc comme ça, et on a passé avant même que le film. C'est une longue Préparation. C'est très long. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, mais avant, je voudrais que pour conclure sur Anima, parce que voilà, j'ai quelques éléments que m'a transmis MPC Paris. Donc, c'est Liz Fischer qui a supervisé les effets numériques pour MPC. Et donc, ils ont travaillé sur 74 plans, m'ont-ils dit. Et il y avait donc notamment effectivement sur le carme taureau garou. Voilà, donc il y a eu aussi donc tout le travail qui a été fait sur l'appareil, mais sur les yeux. Il y a eu également un beau travail sur les fourrures, me semble-t-il, voilà, sur un peu des éléments comme ça, qui après il y a un petit peu aussi de FX, sur petit effet de fumée. Et donc ce que je vous propose, voilà, pour être plus concret, c'est de découvrir les images du travail qui a été réalisé sur Animal. Bravo, est-ce que tu veux dire quelques mots sur les images qu'on vient de découvrir, compléter ce qu'on a... Ah oui, c'est toujours particulier de voir avant, après, de se dire, oh, le monstre, on était sûr. Et non, mais que dire ouais, il y a une création de taureau, il y a une création du masque. Voilà, quand je disais le monstre, c'est juste que quand c'est trop éclairé, je me dis, mais j'ai vraiment fait ça. En fait, après, c'est réétalonné très noir comme je le voulais. Voilà, enfin, je serais pas trop. Voilà, c'est après ce qui a été hyper passionnant et fascinant pour moi, c'était de vraiment créer un taureau de toutes pièces. Ça, c'est assez fabuleux. Enfin, voilà, avec les équipes, de voir comment il va se comboire, de voir, enfin, et de le rendre réel. Ça, c'était une sacrée expérience. Ouais. Bravo en tout cas. Merci Emma. Alors, autre projet très différent et passionnant. Donc, comme il disait, elle s'était présentée ici en compétition, primée dans de nombreux festivals et notamment à CIGES où il y a eu un prix pour les meilleurs effets visuels. Et c'est rare que d'ailleurs les effets visuels soient primés dans les festivals. Donc voilà, donc c'était un des prix reçus par le film. Et justement, je voudrais qu'on revienne sur la genèse de ce projet, parce que c'est même un projet qui part du court-métrage Elle, si maintenant, c'était dans 2007, 2008, Thibaut. Et voilà, tu nous racontes un petit peu comment s'est passé justement quand tu as décidé de passer au long-métrage
et de collaborer avec les équipes de Digital District. Sérieusement. C'est un long processus quand même. Ah ouais. 4 ans. Ouais, non, non, pas tout compter. Non, je sais pas bien comment faire parce que euh, ouais, moi, j'ai fait des courts-métrages où il y avait quasiment que du BC fixe. Pour l'essentiel, ce court-métrage-là. Et c'est vrai que c'est une autre époque à laquelle j'ai un peu goûté. Et c'est intéressant, c'était des films d'école, on tournait en pellicule et de toute façon c'était pas accessible. Les effets numériques c'est pas accessible pour des raisons financières et un peu techniques. Euh, et bah, là, ensuite la question pour le projet de long, c'était évident qu'il fallait des deux. Ce qui était compliqué, c'était qu'en fait, le qui fait quoi, donc pareil au début, il était un peu multiplié parce que le principe du projet, c'est qu'il y a de la fusion et qu'il y a des corps qui s'animent, des fusions entre des êtres vivants et des choses inanimées, tout ça. Donc c'était la limite entre la déco, limite aussi les costumes, et puis c'est ce qui c'est VFX qui se posait. Plus, moi j'avais envie d'utiliser, travailler par net à un certain endroit. Donc voilà, donc il fait quoi? Il faut peut démultiplier. Et oui, c'était ça le gros enjeu. Et ouais, je me souviens, vous savez même plus. Bon, il y a eu un premier producteur attaché au projet qui ne m'a pas, quand je filme, je me souviens côté lui. Il se demandait par où commencer, enfin, et s'il fallait, je me souviens de cette question, est-ce qu'il fallait un coordinateur, c'était pas un superviseur, à l'époque, c'était dans sa tête un coordinateur qui puisse nous aider à imaginer qui fait quoi pour commencer, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a évidemment pas de budget, même une estimation, que ça n'avait aucun financement à l'époque, c'était irlandais, c'était effectivement, il fallait trouver par où commencer pour relancer un peu le projet, pour être crédible devant les commissions de financement et leur dire, bah non, c'est ce qu'on va faire, regardez, ou faire son ordre, c'est ce qu'on va faire. Et d'un autre côté, enfin, en vrai, Il y a en plus le défi du huis clos, quand même, qui était de pouvoir justement. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans cet appartement. C'est, j'imagine, très complexe de pouvoir recueillir, de trouver effectivement la manière dont ça allait se passer avec les gens de SFX, avec la manière dont le team allait être découpé. Est-ce que ces questions-là, tu as pu, là, j'avance un petit peu dans le temps, mais quand vous devez commencer à discuter avec la district, rappelez peut-être que le film a obtenu le soutien du CNC dans le cadre de l'appel au film de genre, ce qui a déclenché déjà une partie du financement. Et puis après est arrivé voilà, les premiers échanges avec Digital District. Et donc, comment se sont déroulées, Arnaud et Thibault, ces premières discussions sur le projet, pour savoir comment les choses allaient être réalisées? Bah, donc moi je me souviens de cette première rencontre avec Thibaut où on s'est vu en face à face pendant je pense une journée entière à parler du projet, à descendre le scénario, les problèmes les uns après les autres. Bah, évidemment quand on lit le scénario il y a beaucoup de problèmes. Chaque page, chaque ligne est sujet à éventuellement une intervention de votre part et on sait qu'on est quand même sur un film qui n'a pas qu'un budget hollywoodien. Donc on sait dès le début que ça va être, il va y avoir des arbitrages à faire assez compliqués. Et on avait passé beaucoup de temps là-dessus. Et j'avoue que j'étais sorti de cette journée-là en ayant quelques réponses, mais beaucoup plus de questions en poste. Et puis c'est un film, Thibaut est passionné, il y a plein de références de plasticiens, enfin des trucs qu'on n'a pas forcément vraiment l'habitude. Il y a des effets très classiques dans les VFX, sur lesquels on a l'habitude, qui sont pas récurrents. On refait souvent, pas les mêmes choses, mais il y a des familles d'effets qui reviennent souvent. Sur ce film-là, il y a quand même des choses. On se disait, bon, alors là, il y a, je sais pas, il y a un canapé qui fusionne avec un radiateur, un pied qui se fait prendre dans la moquette. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Et du coup, chaque ligne de ce scénario était sujet à trouver de solutions pour que ce soit faisable. Ouais. Et c'est vrai que, oui, ici, pardon, ce que j'aurais pu dire sur le avant, c'est que euh, moi, j'ai pour principe, quand j'écris, de ne poser en rien du tout. Et pour être excité par un projet, il faut que ce soit par hasard. Donc, ça, c'est personnel. Et, bon, voilà, mais j'ai fait plein de courts-métrages, donc je suis familier de mon fonctionnement, mais les gens, pas toujours, donc faut, voilà. Mais à un moment donné, ouais, il y a un ton fichotisme qui est pour moi absolument vital. Je pense que c'est ça qui nourrit aussi tout le travail. Enfin, moi, c'est vrai que c'est pas du tout le mec rationnel, ingénieur, bien une approche de. On parle, on sait ce qu'on fait, on connaît les techniques, le contraire, quoi. On délire, on reste, on essaie de les gens avant, avec, et puis après, on voit comment on se démerde, et on coupe ce qu'il faut couper, ouais. Mais, et en fait, ce qui est assez fou pour moi, c'est que c'était une approche très kamikaze, je ne veux pas te cacher, hein, c'est-à-dire que normalement, quand on fait comme ça, on ne fait pas le long, je pense. Ou alors on fait un long qui apporte de genre, ça j'ai bien fait le faire aussi. Et ouais, c'est une sorte de miracle quand même assez étonnant. À un moment donné, on y arrive, et je pense que c'est à force de. Le fait que le projet n'était monté assez rapide aussi. J'avais l'air de savoir un peu plus où j'allais à force de recommencer à zéro plein de fois ou que le temps passe. Mais c'est un miracle, ouais, et c'est le fait d'arriver à rencontrer des gens qui comprennent aussi, enfin, qui sont capables de faire avec cette manière-là, dans un domaine où normalement c'est pas possible. Normalement, par définition, c'est pas possible. On sécurise absolument tout, on sait ce qu'on fait. Voilà, quand tout est storyboardé, tout est quadrillé, et puis tu laisses son père oublier. Enfin, et quoi, c'est comme ça. Mais je vous avoue que moi, c'était à un moment donné, enfin, ma plus grosse angoisse, je pense, elle était là-dessus, en préparant le long, qui non est long, c'était de dire, il y a un truc où je sais que ça risque de pas marcher à cause de moi, ma manière de bosser, qui est de toujours aller chercher les trucs pas faisables, etc. Et je trouve bon, hein, c'est ce truc-là. Il y a un peu, je me souviens très bien d'un jour, c'était qu'on le répète avec notre ami Mathieu, où je me suis parlé à moi-même tout seul pendant un truc, pendant, je sais pas, 1 heure peut-être, qui de fun, qui est celui-là. Et où je suis Thibaut, là, il faut falloir qu'on s'organise pour que cette fois ça capote pas, parce qu'en fait, surtout mes courts-métrages, ça a capoté à l'endroit des effets spéciaux. Y compris, il y en a un où il y a des contenus numériques, comme un petit. Parce qu'il y avait ces énergies qui débordaient, tu sais que ça débordait tout le temps, et que, enfin, sympa, quoi, enfin, faut prévoir, et moi, je suis pas dans cette énergie-là. Et donc là, ça a marché, et ouais, et voilà. Et dans cette collaboration artistique avec Arnaud, est-ce que t'es venu avec des concepts art notamment sur quand les choses, les humains fusionnent avec les choses, est-ce qu'il y a des choses assez précises qui avaient été décidées et développées, ou est-ce qu'il y a eu, comment s'est passé un petit peu entre Arnaud et toi, et les équipes de digital? C'était un bordel. Pas eux, hein, mais 2 ans, oui. J'étais un bordel de mon côté, mais tout était différent. Moi, c'est vrai que en fait, il y a un truc hétérogène. Il n'y a pas 2 effets que j'ai abordés de la même manière, quasiment. Au départ, et donc c'était un espèce d'agrégat d'idées. Bon, c'était un peu fossilisé avec le temps, mais parce que même sur la question parce que les croquis là, les concepts art, c'est un petit peu dans la chance. Parfois il y en avait, parfois il y en a pas. Il y a plus de personnes différentes, parce que bien c'est comme ça aussi, pour différents effets. Il y en a que j'avais utilisé du début à la fin, qui ont duré dans peut-être, je sais pas, de 6 ans, effectivement, et qui ressemblent pas qu'au résultat final. Tout, il n'y avait pas de concept art jusqu'au bout, on disait ça m'a ressemblé, enfin un peu. Et jusqu'à la fin, on avait des questions même
enfin, parmi les effets lumière de son métier, ça va être painting qui n'ont pas été, enfin, ils ont été en interne, peut-être un peu, mais moi, j'avais des petits avec 16 et où en fait, eux, ils sont arrivés avec un truc de ouf qu'on a cherché jusqu'au dernier moment. Tous les cas de figure, ils ont existé, j'ai l'impression un peu. Mais c'est, voilà, de la recherche et essayer des choses très différentes. Et Arnaud, justement, sur cette relation de travail, comment tu l'as abordée? Alors effectivement, elle était tout à fait peu commune, cette relation de travail. Enfin, la relation était tout à fait amicale et géniale. On adorait travailler là-dessus. Mais l'approche était assez peu académique. C'est-à-dire qu'on a redécouvert, enfin, on crée en même temps que le projet avançait. Enfin, je me souviens même que dans un processus classique, on veut dire qu'on rencontre un réalisateur, la lecture du scénario, on établit un breakdown, enfin, on répertorie les plans, on avance là-dessus, on essaye de trouver le financement avec des producteurs, si ça rentre tout ça. Après, on rentre effectivement dans la conception des plans en se disant ce qu'on fait à chaque plan, et puis après, on fait les plans. Alors que là, on faisait les plans, et puis quand on les projetait, on se disait, ah, il y a peut-être une idée à faire là. Donc, on était déjà très avancé dans le process, en fait. On était quasiment à la finalisation du plan. On se disait, ah, attends, peut-être sur ce plan-là, on pourrait peut-être faire ce truc-là, manier un petit peu le montage différemment. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de trop faire, et c'est assez frais, en fait. C'était assez chouette quand même. Évidemment, quoi, c'est des petites. Il y a des considérations un petit peu financières, quoi. Il faut revenir des fois un petit peu. Au lieu de faire de A à Z, on fait de A à plus que Z, et puis on revient à P. Et puis on recommence un petit peu, on saute à H. Enfin, c'est un peu le bazar. Mais oui, c'était chouette. Et on a pas mal bossé. Enfin, nous, en interne, on a un directeur artistique aussi, Larlux, avec qui on a pas mal bossé aussi pour refaire tous les concepts qui nous paraissaient essentiels pour avancer sur le film. Ouais. Quelles sont justement les séquences qui ont été les plus complexes à travailler? Alors, il y a des plans, évidemment, de la fin du film. Alors, je vais essayer de pas trop révéler pour les gens qui n'ont pas vu, mais il y a des plans de plus en plus évidents, puisque c'est le sujet du film. Et donc, plus ça avance, plus c'est visible à l'image. Je pense, ces séquences-là. Mais pour le coup, comme c'était les séquences les plus compliquées, on les avait peut-être un peu plus storyboardées, un petit peu plus. C'était un peu mieux calibré. On savait un peu mieux là où on a les plus complexes. Il y a eu le brouillard peut-être. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a beaucoup de choses. Donc, Il y a aussi un beau travail de collaboration avec la partie maquillage, notamment les séquences liées avec le drap et comment on a eu à travailler sur justement, on parlait de collaboration avec Emma. Peut-être en dire quelques mots justement sur des choix qui ont pu être opérés, de dire bah, finalement ça on va pas le faire en numérique mais plutôt en SFX. ouais, sur les erreurs, typiquement, on s'est tout de suite dit qu'il fallait que ce soit plutôt en direct, parce que c'est vraiment une matière hyper organique, c'est la peau des comédiens qui fusionnent avec le tissu. Donc il y avait quand même ce besoin d'avoir un truc qui soit palpable, qui soit organique, vrai, avec lesquels même les comédiens puissent interagir. Et nous, on a intervenu du coup sur ce qui avait été fait en direct, c'est-à-dire on a retravaillé un petit peu les endroits où on sentait les découpes un petit peu trop nettes sur le tissu pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit sa peau. On est venu remettre un petit peu de l'animation sur les plis pour remettre un petit peu de vie, un petit peu ce que disait Emma avec l'œil du taureau tout à l'heure. Ça, c'est un grand classique aussi. On part d'une prothèse qui est un peu inerte parce que c'est compliqué de donner de la vie en animatronique parce que c'est des mécanismes déjà qui sont compliqués à mettre en place, j'imagine, qui sont un petit peu des fois volumineux, font du bruit, donc des fois ça peut être enfin, des situations qu'on a arrêté d'animatronique parce que ça fait sur les dialogues et tout ça, donc c'était compliqué. Donc nous on vient souvent remettre de la vie sur ces trucs-là, donc sur les draps typiquement on aime mieux remettre de la vie sur les matières. Alors ce que je vous propose c'est découvrir les travaux qui ont été réalisés sur le film. Voilà, merci.
pour saluer le travail formidable dans les effets visuels, les effets spéciaux, mais aussi un travail d'abord formidable des deux comédiens principaux du film, que son père Elie Coast, il y a Edith Mathieu qui est dans la salle. Et donc, voilà, donc c'est, je dirais, un bon exemple de réussite voilà, entre le travail des équipes effets visuels et les acteurs, la mise en scène. Et on a pu voir justement les différents exemples qu'on a pu évoquer tout à l'heure à l'image. Voilà, donc bravo à vous. Voilà. Et autre aventure, ça c'est Nexus 6. Voilà, avec Festos. Alors ça c'est un long processus aussi. Et à travers cette société où au départ, voilà, vous produisez, réalisez des films voilà, institutionnels, des pubs, etc. Et puis petit à petit, vous allez vers la fiction. Il y a l'aventure, donc Nexus 6 qui débute sur YouTube. Une grande communauté va vous suivre avec un concept de mission assez original où il y a une partie fictionnée avec beaucoup d'effets visuels. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à te rencontrer il y a quelques années, à t'inviter au pied de Enguerrand-les-Bains, justement parce qu'on avait à l'époque une table ronde sur le do-it-yourself et sur justement comment faire des effets visuels sans argent. Et en même temps, en découvrant que la qualité, les possibilités justement augmentaient. C'est vrai que ces outils-là se sont démocratisés et finalement Nexus 6 en est la preuve. Oui, bah, c'est ça en fait, c'est surtout comment être malin quand on n'a pas d'implante. Plus là, la vraie chose qui est cool. On essaye de pousser tout au max et d'être un peu plus, comment dire, des fois on peut même carrément modifier le scénario parce qu'on n'arrive pas à faire un clan, enfin voilà, bon, on peut aller jusque là. Mais en fait, c'est vraiment cette réflexion justement de choisir comment on va faire un clan, qu'est-ce qu'on utilise, etc. C'est là où il faut essayer d'être malin, utiliser des outils non conventionnels pour arriver à un résultat, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est l'image, peu importe comment on l'a fait, quoi. Donc, ça m'arrive plein de fois de faire des trucs qui n'ont aucun sens quand je les fais pour quelqu'un qui est du métier ou habituel en tout cas, mais qui fonctionne, les images, finalement, juste c'est de la triche et de toute façon, on est là pour tricher. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est des trucs pas conventionnels, prendre des raccourcis, etc. Alors, ce qui est un peu particulier dans cette aventure, c'est que c'est un collectif qui regroupe à la fois le producteur, réalisateur, scénariste, concepteur des effets visuels. Est-ce que justement, parce que souvent, c'est pas toujours évident de pouvoir convaincre la production de mettre le budget sur telle ou telle chose. Et finalement, ce travail collectif fait que tout le monde est à peu près au même niveau de compréhension des projets, des besoins. Oui, bah de toute façon, déjà, voilà, bon, on n'a pas d'argent pour prendre des acteurs, bon, bah, c'est l'équipe qui joue, hein. Le réalisateur, le producteur, tout le monde joue, et même moi, je le dis dedans. Voilà, bon, c'est des choses comme ça, et après, c'était... sur le tournage, effectivement, le tournage, forcément, a des coûts qui sont pas vraiment maîtrissables, on va dire, parce que c'est plein de gens, plein de lieux, plein de matériel, etc. Et la phrase « en buzz prod », finalement, c'était moi qui la sortais parfois, parce que la seule chose, si je reviens au truc, c'est que ça c'était juste du temps. Et ça, j'en ai demandé énormément à Cyril, donc le producteur, qui m'a laissé beaucoup de temps, énormément de temps pour finaliser tous ces temps-là, oui, c'est sûr que on aurait dû, par exemple, je sais pas, partir sur des maquettes, faire tous les plans dans l'espace, et ça aurait été complètement infaisable. Enfin voilà, donc je sais pas comment on a réussi quand même à le faire, peut-être avec un peu de folie. Il y a un long processus de maturation, je crois que c'est 6 ans à peu près. Ouais, Là, l'idée est que... le tournage, celui-ci. L'écriture, c'était en 2018-2019. Le tournage a commencé en juin 2019. En même temps que le premier plan effets spéciaux. Moi, j'ai commencé en juin 2019 et on m'a terminé le montage, m'a terminé le film il y a 2 semaines. Voilà. Et on a pu découvrir ce matin, Et voilà. ici, même dans cette salle. Est-ce que le fait justement d'avoir ce temps-là, vous avez extrêmement préparé le film? Est-ce qu'il était storyboardé, découpé au cordeau? Est-ce qu'il y avait quand même un processus évolutif, notamment sur le plateau?
Il y a eu des parties un peu clibouillées sur des papiers qu'on pourrait appeler un storyboard, oui, effectivement. Mais non, vraiment, la plupart du temps, c'est beaucoup de l'impro. C'est pareil, c'est encore un truc pas du tout conventionnel. Mais il y a un scénario qui est écrit, qui est assez... voilà, il n'y a pas forcément énormément de détails, mais on sait ce qui se passe. Et après, Alex, mais, il est réalisateur, mais il est aussi monteur. Donc forcément, il imagine déjà à quoi ça va ressembler, plus ou moins, le montage. Et donc, en fait, il fait un montage à trous. Et un plan sur deux, c'est par exemple dans la bataille spatiale, je pense à comme exemple, mais on a un plan dans le cockpit où il y a Captain qui fait un mouvement. Et après, il met un trou, il met un texte. Ici, Nexus 6 tourne à droite. Et il met un peu de temps. Et remet un autre plan du Captain qui navigue, etc. Et moi, je remplis des trous. Et c'est vraiment très improvisé. Alors des fois, on y réfléchit évidemment en amont quand même, on fait un découpage, voilà, on colle les choses correctement, mais au final, le placement de la caméra, tout ça, on y réfléchit un peu ensemble, mais c'est vraiment très improvisé, quoi. Et ça, c'est le cas pour énormément de plans. Alors, est-ce que c'était lié aussi au financement du film? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Vous avez reçu un soutien dans la région Grand Est, et c'était arrivé un petit peu plus tard dans le processus. Il y a ces talons, me semble-t-il, et il y a eu aussi un financement participatif. Est-ce que vous avez commencé à faire des choses en ayant, bon, on n'a pas tout à fait le budget, puis l'argent arrivait, continuait, comment s'est passé? En fait, c'est un projet qui est assez particulier parce que, c'est encore une fois rien de conventionnel. C'est qu'au départ, c'était censé être 3 épisodes pour la chaîne YouTube. Donc, on a demandé de l'argent à nos fans, hein, à ceux qui nous suivent sur la chaîne. On a fait un financement participatif et on a eu 97 000 euros, je crois, voilà, pour faire ces 3 épisodes. Et en fait, dans ces épisodes, du coup, il y a une partie qui est fictionnée et il y a la fameuse émission le capitaine présente d'un film et pas d'un film. Et en fait, on s'est dit qu'on allait transformer ça en film. Donc on a pris les 3 épisodes, enlevé la chronique, on a rassemblé tout et on a redemandé de l'argent pour, cette fois, transformer ça en film, faire des scènes supplémentaires et refaire un peu les effets spéciaux, etc. Et là, on a eu 480 000 euros, un truc comme ça, voilà. Donc, pour plus, et là, voilà, c'est là qu'on voit que notre communauté, elle nous soutient à fond. Ils sont aussi fous que nous, finalement, hein, c'est cinglé, pareil que nous. Et avec ça, on a réussi à faire ce film, à tout rassembler ensemble. Pareil, ça ne fait pas être un long métrage au final, mais tout qui fait 1h02, c'est un long métrage. Et ça non plus, c'était absolument pas très vite. Et donc, on a réussi à arriver jusque-là. Combien de personnes ont travaillé au niveau des effets visuels numériques sur le film? À part toi. Non, donc, franchement, il y a eu quelques petites mains, quelques aides à droite, à gauche. Il y a Arthur, mon alternant, là, qui m'a aidé un petit peu. Quelques personnes, mais voilà, c'était essentiellement moi, quoi. Il y a Leslie Prager qui a fait un petit peu les yeux des aliens, ce genre de choses. En fait, j'ai beaucoup des petites aides sur des petites étapes, notamment, par exemple, retirer tous les fonds verts de tous les plans du méchant dans son vaisseau, etc. Ça, je l'ai fait faire par un pote. Voilà, donc c'est vraiment comme ça, il fait juste une petite partie et moi je fais tout le reste derrière. On va le charger. Le film a été fait avec Blender. Voilà, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, c'est un soft qui est libre d'accès, qui est open source, à peu près, donc ça coûte très cher. Ça, par exemple, effectivement, ouais, pour un studio, les licences des logiciels, c'est un coût quand même assez conséquent. Et là, on s'affranchit de ça en utilisant un logiciel qui est open source et qui s'appelle Blender. Et le nom est bien trouvé parce que justement, tout est mélangé à l'intérieur. On peut tout faire avec. Et il faut beaucoup bricoler, beaucoup... voilà, il faut être, pas encore une fois, le malin, mais au final, on peut tout faire avec si on se retrouve, quoi. Alors, il m'a travaillé aussi avec les SFX. Tu as même ici, voilà, quelques laser là. Alors ça, c'est une des créatures qui a dans l'univers de Nexus 6. Alors, il n'y en a pas dans le film. Enfin, il y a un adulte Xardas dans le film, quand même. Il apparaît un petit peu dans les aliens. Et ça, c'est Lucie Schuster qui est dans la salle. C'est elle qui fait, du coup, tous les aliens, tous les prothèses, tout le maquillage sur tout le projet, en fait, depuis des années aussi, sur toute la chaîne YouTube. Donc, voilà, c'est elle qui a fait ce petit bébé Xardas. Et effectivement, il y a une complémentarité aussi où c'est pareil, le travail ressemble un petit peu. Des fois, je rattrape les choses qu'elle n'a pas pu faire parce que pour des raisons évidentes de technique, d'argent, de temps. Et voilà, c'est génial, quoi.
Alors, je propose de regarder quelques images. Tu pourras éventuellement commenter après. Donc tout ça avec 700 000 euros, c'est ça de budget. Pour le film, pas pour les effets spéciaux. Pour le film, pour tout le film, à peu près. Et puis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi la preuve, voilà, on peut aussi aujourd'hui réaliser des projets assez incroyables, même si j'imagine que le futur, c'est pas de continuer sur ce type de financement. Non, effectivement, bah là, il y a par exemple, pour vous donner une idée, il y a 779 plans truqués dans tout le film. Donc le film fait 1h02, hein. 6 quand même. Donc voilà, c'était colossal. Et effectivement, c'est le genre de choses où c'est une aventure humaine exceptionnelle, mais voilà, on se donne à fond et ça n'arrivera plus dans ma vie de faire ce genre de choses. C'est un peu ma carte de visite, quoi. Et au final, c'est la carte de visite de Lucie Chosmer aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment, il y a ce côté aventure humaine, etc. Mais oui, on a envie de passer à l'étage supérieur, toujours dans cette idée de mettre tous les potards à fond avec les titres et j'espère un jour en faire encore plus grand, mais avec plus de budget cette fois. Soyons raisonnables. On sent qu'il y a eu une certaine jubilation à pousser aussi, de pousser les curseurs, mais voilà, de se dire, allez, on y va à fond. Cette séquence-là, des fois, on aurait tendance à dire, bon, on va la faire autrement pour éviter justement telle ou telle complexité d'un plan. Et on sent que là, voilà, on s'est dit, allons-y, quoi. Ah, parfois, on était raisonnable, et oui, il y a des fois, on a dit, enfin, surtout moi, j'ai dit, ouais, je peux faire, je ferai ça en 3 semaines, c'est bon. Et en fait, 2 mois plus tard, le plan est terminé. Et ça c'était l'histoire de notre vie. Mais voilà, oui, effectivement, c'est un peu ce truc de j'y vais à fond maintenant, parce que de toute façon, c'est la dernière fois que je mette pas. On aurait pu le refaire plus tard, parce qu'après, voilà, on se dit, c'est la vie, etc. Mais il y a vraiment cette idée de le faire à fond maintenant. En fait, c'était la fenêtre de tir, quoi. Donc, j'ai tout donné sur ce projet, et de toute façon, toutes les guides, c'est pareil, quoi. C'est vraiment ce truc-là, ouais. En tout cas, bravo. Et Alors, je ne sais pas si quelques questions, il y en aura 5, c'est prévu ou pas, mais j'ai encore d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, s'il y a un micro salle, super. donc, avant de passer la parole à la salle, parce que c'est certainement plein de questions, je voulais qu'on a parlé au tout début juste des effets spéciaux, de tous les effets plateaux, les practical effects, et
et de cette longue tradition, et puis qui après ont été combinés aux effets visuels numériques, on a souvent tendance un peu que les choses n'évoluent pas dans le domaine des SFX, en tout cas une perception extérieure ou même des producteurs. Et je voulais qu'on évoque justement tout ce qui était innovation dans votre travail au quotidien, des choses que les gens ne perçoivent pas forcément, la manière de faire des moules, la manière de faire des maquillages. Voilà, comment votre métier évolue avec justement les dernières technologies? Depuis ces dernières années, on s'approprie aussi finalement pas mal de choses qui peuvent déjà servir aussi en allant dans les VFX. Par exemple, les processus au niveau des prises d'empreintes des acteurs peuvent changer déjà. Où on commence du coup à se servir du scan 3D pour prendre du coup des empreintes. Puisque du coup, on a aussi là aussi des avantages, des inconvénients. Finalement, dans les deux médiums, le silicone par exemple, ça fait toujours il y a une masse sur le visage du contacteur et on simplifie quand même légèrement les traits. Et donc pour un maximum d'informations, le scan 3D finalement c'est quelque chose qui peut être très utile et qui est aussi beaucoup moins intrusif pour la personne qui le subit, puisque du coup, le temps d'être sous le silicone, tous les enclâtrés qui servent du coup à prendre du coup toutes ces informations et faire la prise d'empreinte. Le scan 3D, c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus rapidement et des fois un peu, je vais dire à l'arrache, mais enfin il y a un côté où du coup ça peut se faire n'importe où, on n'est pas obligé de faire déplacer du coup la personne. Par exemple, nous on a scanné Alban Ivanov pour le film Challenger et il était très peu disponible et on est intervenu souvent lors d'une lecture technique où du coup il était dans les bureaux de la production pour totalement pour justement lui relire le scénario, voir des choses au niveau de différents plans, enfin d'organisation, et on lui a pris 20 minutes justement à part où ça puisse faire vraiment dans un bureau de prod, pas un endroit où il fallait protéger les lieux, parce que ça peut aussi être quelque chose un peu saillissant, on va dire, entre guillemets. Et puis, il était libéré, il était tout propre, il était très content, mais c'était vachement plus sympa que de passer 2 heures dans du silicone et du plâtre, quoi. Alors, ouais, Olivier m'expliquait justement hier que justement cette silicone s'appuyait notamment sur certaines parties d'une faible attaque, effectivement, la peau, et généralement, ce n'est pas aussi précis que chez un masque à toi. Exactement. Donc ça peut nous être utile à ce niveau-là. Et puis on peut même qu'on commence même totalement à concevoir certaines pièces justement en 3D. Non, c'est une autre façon de travailler. On intègre au fur et à mesure du coup justement d'autres processus. On peut très récemment, par exemple, on a fait un faux bras qui devait être un accessoire, un Vox qui doit être cassé, il faut simuler une fracture justement sur le bras. Et donc on a un peu combiné les deux, on a fait une prise d'empreinte traditionnelle, mais ensuite on a pu refaire un scan et reconstruire tout l'intérieur pour faire tout le mécanisme. Et donc un peu travailler sur deux fronts en même temps, au lieu d'avoir de mouler, de tirer, d'adapter les choses, puis de chercher un petit peu, on peut commencer un petit peu à combiner les deux. Et ça vous sert justement ces éléments-là quand tu travailles avec les SFX? À fond, parce que nous, on a quasiment toujours besoin aussi de SCAD dès qu'on touche à un corps d'un comédien, dans un de son SCAD, dans son empreinte 3D. Donc, soit on l'a fait de l'autre côté, et ça, effectivement, ça prend du temps. Quand on a des gens qui l'ont déjà fait en amont et qu'on pris le temps de le faire bien, ce qui peut arriver quand même assez souvent, on récupère ces informations-là et c'est absolument précieux pour nous. Ouais. On collabore aussi sur ce truc un petit peu en backstage, on peut récupérer des choses, mutualiser des choses entre les deux métiers. Ou même c'est peut être des choses aussi où c'est justement on fabrique du réel, mais on fabrique du réel seulement dans une certaine mesure. Enfin on fait un exemplaire ou 2 exemplaires qui sont dupliqués, ce qui c'est plus justement la série Anthracite avec les moutons où en fait il y en avait 5 qui étaient vrais, puis le reste ça a été dupliqué et réassemblé peut-être quelque part ou modifié, mais pour donner une impression de beaucoup plus, quoi. Et ça a été fait justement avec du coup des scans aussi où le travail a été scanné puis ensuite reproduit et encore des fois augmenté. Alors, tu es également impliqué sur les questions environnementales, c'est avec Curatoric, puisque vous êtes membre de l'EcoProd. Justement, quelles sont les innovations qui permettent d'être plus respectueux de l'environnement dans ce domaine d'activité? Disons qu'on peut avec justement ce qui est de temps en temps ou certaines étapes on va pouvoir un petit peu
squeezer certaines choses, donc on va éviter de tout, par exemple de remouler un truc quand on a un scan 3D, justement tout ça, ça peut se faire en impression. Alors du coup, on reproduit de nouveau quelque chose, mais là aussi, on essaye de plus utiliser dans des impressions 3D du coup, des matières qui sont recyclables et plus facilement recyclables que du coup certaines résines ou certaines choses qu'on utilisait avant pour la conception même d'un moule. On peut il y a tout un tas de choses où on peut un peu chercher à éliminer certaines étapes. Enfin, même par exemple, si on conçoit par exemple un maquillage et qu'il y a des tests qui sont à faire et qu'on doit ajuster les choses, finalement quand on a fait une sculpture, qu'on a fait le moule et que du coup ensuite la sculpture est détruite, finalement il y en a quelque chose qui ne va pas ou qu'il faut modifier une pièce, et là ça fait il va falloir refaire finalement tout un pareil de sculpture, remouler le tout, que finalement on a l'impression où il y a certaines étapes encore une fois qui vont sauter et qu'on va peut-être pouvoir se passer et qui peuvent justement créer un peu moins de déchets, on va dire. Ça reste toujours encore quelque chose qui a un impact, donc essayer de tout doucement aller vers des choses qui sont plus responsables, on va dire. Merci. Je vous propose de prendre quelques questions dans la salle. Alors, déjà bonjour, merci pour cet échange sur les effets spéciaux, c'est assez passionnant. Il y a toujours une question que je me pose sur les effets spéciaux, notamment quand ils sont numériques, c'est la question de l'éclairage et aussi un petit peu de l'étalonnage. Je voulais savoir comment se passait la collaboration directrice de la photographie. Et c'est une question qui vous concerne tous. Mais je me pose aussi la question sur Animal parce que Ruben Ipens, chef opérateur que j'adore, et je veux savoir du coup comment ça se passe, que ce soit durant le tournage ou en post-prod. Du coup, je commence avec du Ruben Animal. Bon, en fait, pour Animal, Ruben et Olivier se connaissent très bien parce que bon, déjà ils ont collaboré ensemble avec Julia Ducorneau plusieurs fois sur Titan et sur Rap, donc c'est déjà une collaboration qui marche pour eux. Et moi dedans, en fait, moi j'aime pas du tout quand c'est trop éclairé. Enfin, de toute façon, j'ai du mal à. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah, il faudrait éclairer pas mal pour pouvoir quand même après modifier un étalonnage. Mais avec Ruben, on essaie quand même de voir, avec Ruben, Olivier et du coup Lise qui était sur le plateau, de voir quelque chose qui va s'approcher le plus de ce dont on a envie et de ce dont on a parlé au niveau même du masque, en fait. Et c'est vraiment une collaboration aussi avec Olivier parce que plus on voit le masque, et moi, des fois certains endroits du masque peuvent me gêner. Mais on pouvait rattraper le signal, puisque avec les Alexa, même si on enregistre avec un éclairage assez bas, on peut récupérer facilement le signal pour pouvoir le retravailler avec notamment les VFX, les effets spéciaux. Du coup, j'ai pas eu, je pense que c'est très différent pour sûrement Thibaut avec le fond vert, puisque moi, il n'y a rien en fond vert. Donc j'ai pour le coup un éclairage qui est dans la droite ligne de ce que j'ai pensé sur le film et de ce que je veux en termes de direction artistique du film, et qui va se rapprocher le plus, parce que moi j'ai aussi un souci, je suis monteuse de formation, mais en montage, quand on a des plans qui sont trop éclairés, finalement, ou qui sont pas forcément pensés, en fait la monteuse ou soi-même, on va pas les choisir, même si on sait, on se dit, ah, après coup ils vont être retravaillés. Du coup, j'essaie plutôt d'avoir ma direction de lumière qui va pas être en contradiction avec le reste, même si c'est des plans qui vont nécessiter de l'effet, pour garder cette cohérence dans le montage, parce que je sais qu'après, il va y avoir l'intervention des effets spéciaux. Et après, Ruben, regardez, c'est à la finalité Africolis Fischer, effet de travail que a fait Arnaud, par exemple, avec Thibaut. À la fin, du coup, quand on est arrivé à quelque chose de bien avec Lise, on a convoqué Ruben en lui envoyant les plans et en demandant ce qu'il pensait. Et lui, il y a quelques moments en étalonnage où justement il a demandé à ce qu'on refasse quelques petites choses avec Lise, parce que justement, vu qu'il poussait certaines couleurs, ou que là on crée un masque, il se disait, ah ben là on voit mal, ou là il y a un petit problème. Et ça, c'est aussi bien d'avoir un vrai échange au moment de l'étalonnage entre les effets spéciaux et Ruben. Je sais pas si- Ouais, c'était très complet, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais effectivement, on pousse souvent pour essayer d'avoir une image qui soit le plus proche possible du résultat voulu dès la fabrication, parce que ça sert à rien d'aller dans une direction pour se donner toute la latitude possible pour aller dans une direction totalement forte à la fin. Il faut essayer déjà de viser un petit peu le but.
Nous, dans le process, techniquement, on se plie quand même à ce que désire le réalisateur, le chef opérateur. Donc s'ils font lumière sur le set, évidemment, on va aller totalement dans ce sens-là. Et c'est ce que racontait tout à l'heure Emma, avec sur la prise de lumière sur le set, avec le temps nécessaire pour faire prendre des informations, la petite boule chromée, tout ça, ça sert exactement à ça. Ça permet de récupérer la lumière de l'environnement quand on rajoute un verre dans un décor. C'est exactement le même rendu. S'il était là en vrai, il faut qu'on ait des informations de lui. Hein. C'est ça qui est fait sur le set. Et après, sur toute la chaîne, évidemment, on va jusqu'à l'étalonnage, qui nous permet de mettre toutes les lumières à niveau, toutes les couleurs. On peut quand même suggérer un petit peu certains effets avec ces discussions qu'on a avec chaque opérateur, pardon. On peut suggérer de dire un tel effet, d'où par exemple l'araignée, à un moment qui surgit derrière la comédienne, on s'était dit en contre-jour, et c'est Thibaut qui l'a exposé. Bah oui, ça c'est des trucs qui nous aident nous de suggérer les effets, d'être un peu éblouis, d'avoir des choses qui nous permettent de travailler la lumière. Donc oui, ça fait partie des discussions qu'on a bien en amont à la lecture, de se dire cette scène-là plutôt sombre, cette scène-là, et d'ailleurs c'est un truc qui est stipulé par un jeu. Le jeu mettant un petit peu, mais c'est un truc qui est stipulé dès le scénario, il y a toujours intérieur jour, extérieur nuit, tout ça, et nous c'est une information qui nous sert même à deviser quoi. Ça, on dit si c'est en nuit, c'est faisable, c'est plus suggéré, si c'est en jour, que là, attention au danger. Et on pousse pas forcément encore une fois à la monceau en se disant mais faire un effet pour le voir en fait c'est pas l'idée quoi. On essaye de faire un effet qui sert de la narration et qui sert ou la lumière un film qui est normalement censé ne pas être trop visible. Pardon, juste je rajoute, comme les SFX, enfin, Olivier, à chaque fois, il demandait quelle va être ta lumière bench pour que je sache, enfin, voilà, parce que c'est très, très important. Mais il faut savoir que quand même, les films, je rajoute, enfin, il y a plein de gens qui vont les voir, enfin, les financeurs, les chaînes, les distributeurs, et en fait, enfin, moi, les effets spéciaux, je les ai eu c'est souvent en tout dernier de moment de la chaîne. Du coup, tous ces gens-là, il y en a. Enfin, pour se projeter, il faut que ce soit vraiment le plus proche possible. Et c'est aussi pour ça que l'éclairage et tout, il ne faut pas oublier que voilà, on ne peut pas leur dire tout le temps, même s'il y a des cartons. Enfin, il faudrait mettre des cartons à chaque fois, mais voilà, si on a beaucoup d'essais où à chaque fois carton en disant, et déjà, c'est précisé, on le fait souvent. Et voilà, il ne faut quand même pas oublier ça. On l'a fait quand on a envoyé au CNC, les plats de trous, je texte ici le vaisseau fait ça. Bonne chance. Une autre question? C'est très complet. Voilà. C'est pour la présentation, c'était super, il y a des images. Et moi, je me posais la question par rapport aux effets spéciaux. Alors, je comprends très bien qu'on utilise tous les effets spéciaux, qu'ils soient prosthétiques ou visuels. Alors là, il y a et compagnie. Tant qu'il s'agit des effets spatiaux, de transformation. Alors, on voit le personnage du film de Emma, il se transforme en taureau. Mais à partir du moment où c'est des images réalistes, donc un vrai taureau, quelle est la décision, à part dans la décision de choisir qu'on va le faire en VFX au lieu de filmer un vrai taureau? Et est-ce que ça a un rapport avec le budget du film ou, je ne sais pas, d'autres considérations? Il y a plein de... Bon. C'est assez complexe cette question-là parce que bon, déjà les taureaux, il n'y a pas de dresseur. Donc en fait, les taureaux, c'est sauvage. Tu peux pas trouver de... Il y a ce qu'on appelle des taureaux enviroisés, mais tu peux pas faire grand-chose avec eux. Et la question aussi du bien-être animal. Enfin, il y a vraiment une scène où il y a un taureau qui en corne un des jeunes. C'est infaisable en fait. Enfin, on va dire des choses voilà comme elles sont. Avec Olivier, on a beaucoup longtemps réfléchi à une créature qui a été celle qu'on a pris en référence pour après constituer le taureau, en tout cas au niveau des plans avec Lise. Mais moi, au tout départ, je ne me suis pas dit « Ah, je vais créer un taureau puisqu'il y avait un taureau en commun ». Enfin, voilà, pas besoin. J'ai bien vu qu'au fur et à mesure, j'avançais, que déjà, les scènes avec les taureaux étaient très compliquées à gérer, qu'il y a la question du danger, d'une bête sauvage et de quelque chose qui est impossible à faire dans la réalité. Donc le traitement est peut-être réaliste, mais vu que la fabrication était impossible, ça n'a pas lié à cette question-là de mettre en vie un acteur, ce que j'aurais jamais fait, mais en tout cas d'avoir envie d'avoir un taureau qui fasse cette scène que j'avais imaginée, qui était importante pour mon film, puisqu'aussi c'est toute la fin et le film, moi je l'ai construit, on bascule dans le fantastique à toute fin, enfin c'est progressif.
Et c'était très important pour moi qu'on puisse vraiment devenir taureau avec elle. C'était dans mon écriture. Et donc, le fait d'aller vers le taureau, voilà. Mais après, je sais que Odyssée de Pi, par exemple, Angly avait ça, à faire un tigre. Enfin, et il y a des scènes qui ne peuvent bien évidemment pas tourner avec les animaux, avec tout ce qui se passe actuellement sur les questions des animaux, de la cause animale, etc. Il y a justement des choses qui se passent au niveau justement des effets spéciaux pour pallier à des choses qui sont impossibles à faire avec des animaux ou dangereuses, voilà. Moi, j'ai regardé les séries, il y avait un flot sanglier. Enfin, c'est de plus en plus le cas, et même si c'est un traitement réaliste. Donc, en fait, c'est aussi ça qui peut être intéressant dans les effets spéciaux. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans la conception des animaux et toujours autant le travail de tout ce qui était fourrure, qui était un petit peu compliqué à faire. Et maintenant, on arrive à un niveau de qualité où on ne voit pas la différence finalement entre un animal et que ce soit en numérique ou en réel. Ouais, tout à fait. Les logiciels de la technique étaient bien progressé là-dessus. Effectivement, moi j'ai vu le film d'Emma, il y a des plans, je me suis pas noté que c'était un taureau 3D. Sauf quand évidemment l'action, en fait, et ça rebondit sur les cultures, c'est dès qu'on peut pas faire un truc, en fait, ça se voit des scénarios, il y a un truc, on fait ça, le taureau qu'attaque, c'est un sujet. Parce que, voilà. Donc c'est là qu'on peut venir rendre tout ce qui est impossible à faire en vrai, c'est là où on peut venir nous intervenir pour régler ce problème narratif. Et oui, sur la technique, on a bien progressé et il y a des choses qui étaient évidemment compliquées à faire il y a quelques années, qui sont maintenant possibles. On parle de les poils, donc le rendu, l'aspect des textures, ça a quand même bien progressé. Il y a l'eau, la gestion des fluides et tout ça, c'est des sujets sur lesquels on a vraiment progressé depuis les dernières décennies, on va dire. On peut prendre une dernière question. Voilà. Je voudrais juste poser une question au nom du réalisateur Yet Tabien qui est à ma gauche, qui a fait Quick Arrow, Crimson Snout, et qui demande, parce que dans son film il y a un chien, et il demande le résultat dans son film, il en est content, mais il vient de voir le taureau là. Et je demande quelles sont les techniques pour aller à ce degré de perfection. Voilà. Très raffiné, voilà, très poussé dans un réalisme. Voilà, je pose des questions. Est-ce que vous avez la réponse pour lui? Alors j'ai vu Crimson Snout hier, je crois, ou avant-hier. Effectivement, le chien notamment revient assez souvent. Alors, il y a des petits trucs de mise en scène qui sont assez réussis, mais il y a quelques trucs, où je trouve que le chien est trop visible. Il y a un truc où de suggérer davantage, un peu ce que racontait tout à l'heure, suggérer permet quand même de cacher un peu plus les choses, et le cerveau fait le reste. C'est-à-dire que quand on montre pas tout, le scène, enfin après il y a évidemment les dents de la mer par exemple où on voit rien et finalement c'est effrayant et ça marche donc rien. Je pense que de montrer un petit peu moins, de suggérer un peu plus, carrément. Ouais, et un deuxième, je suis totalement d'accord avec Arnaud, et d'où l'éclairage, d'où le fait, et bon, moi c'est un taureau de nuit, je sais pas si le chien est de jour souvent, mais ça change. Et le deuxième truc que moi j'ai appris justement en bossant avec l'équipe formidable de Lise, parce qu'ils étaient genre 4-5, c'est que, enfin, c'est un peu comme l'IA, c'est-à-dire en fait ce qui est un peu parfait va renvoyer quelque chose, je trouve, de trop faux. Donc nous, on a essayé de créer des asymétries à des endroits. En fait, en regardant les taureaux, on voyait bien que les yeux sont pas forcément toujours... enfin, voilà, il y a légèrement l'œil. Et des fois, on a au début l'idée de faire quelque chose presque de parfait. Tous les taureaux sont comme ça, nous refaire. Et en fait, plus je regardais les taureaux avec le groupe de Lise, plus on se rendait compte qu'en fait, ils avaient tous un peu... des défauts, quoi, et que en fait, du coup, on a créé une tâche, par exemple, qui se voit pas forcément parce que c'est de nuit, mais qui aide à faire comme un effet un peu pas de perspective, mais comment dire, presque de flou en fait dans l'image, et qui va aussi aider à cette croyance. Je pense qu'il faut pas avoir l'envie de faire du parfait, parce que l'humain n'est pas parfait, mais l'animal non plus. Et du coup, je suis contente que vous le trouviez, qu'il le trouve réussi, mais j'ai l'impression que ça a été aussi un gros défi. Je sais pas toi, dans les animaux, de pas toujours à asymétrie en fait. Ouais. Dans les animaux et dans tout ce qu'on fabrique de manière numérique, c'est un des principaux
problèmes auxquels on est confronté. Quand un travail qu'on fait, ça sort de la 3D, c'est absolument parfait. Ça paraît neuf, ça paraît en plastique, enfin, il y a un truc, il faut arriver à casser cette impression-là et à rajouter un petit peu ce qui fait le cinéma pour faire des effets d'optique, de flou, de matière, d'asymétrie, de ce qui fait après la lecture des choses. Ce qu'a pu refaire aussi Ruben Duncan sur certains taureaux, il a flouté certains endroits de l'image pour effectivement ne pas avoir cette impression très très piquée qu'on a sur les poils et que des fois qui nous font nous rendre compte de l'artificialité de la bête, quoi. Mais ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un vrai apprentissage de ramener de la vie. Comment on ramène de la vie dans l'essai, qui est un artifice, quoi, et qu'on sent pas pour ramener quelque chose qui dévie un peu, qui décale légèrement. Ouais, il faut pas avoir peur du chou. Enfin, il y a des trucs, on se dit, ah ben là, il va y avoir un objet 3D à rajouter, il faut qu'on le voit. Bon, non, il faut pas avoir peur de filmer comme c'était dans la vraie vie. S'il y a un peu Borkan, il y a un peu plus chou, il y a un petit peu d'aberration poétique, et c'est des choses qui marchent au cinéma et d'où on s'applique à justement appliquer tous ces effets-là. C'était compliqué cette phrase. En tout cas, c'est là où on voit cette relation qu'il y a entre le metteur en scène et les équipes des effets visuels et également de la lumière pour arriver à cette combinaison-là. Et le directeur photo aussi, Ouais, sur le storyboard. Parce que l'animal, par exemple, de face, on avait un plan face plus large et on voyait tout de suite que c'était un animal vaquiste. Donc on a plus créé du profil et du repacard. Donc ça aussi, c'est une interrogation avec le chef opérateur et les effets visuels. Voilà, en tout cas, bravo pour les 2 magnifiques films, les 3 réellement avec Nexus 6. Animal qui est déjà sorti depuis donc, quelques mois, donc on attend avec impatience ton prochain film. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Thibaut, j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour le second, mais en tout cas, le film sortira le 28 mai en salle en France. Et pour la vie de Nexus 6, le film donc, a été présenté ce matin. Est-ce qu'il va avoir une vie en salle ou quelle est la suite de l'aventure? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, notamment parce qu'on n'a pas encore de visa d'exploitation. Mais l'idée, c'est qu'ils soient en salle en avril. Voilà, on sait pas, il n'y a pas exactement de détails là-dessus, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas de date, mais ce serait en salle en avril. On ferait aussi quelques avant-premières en mars, j'imagine, fin mars. Voilà. Et en tout cas, ce sera en salle, il sera distribué en avril. Et il finira du coup sa vie sur YouTube, puisque c'est la communauté qui l'a fait, qui l'a financé, donc c'est normal que ça revienne gratuitement pour eux. Voilà. Très bien. Bien, merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Okay. Et puis, je remercie Belga de tout ce qui a été armé de la régie de Ropet. Voilà. Bonne chance de cinéma. Mmh.